Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue des Peupliers, ou plutôt dans le quartier des Maisons Blanches, un village à l'ombre des imposantes tours du quartier chinois et qui porte très mal son nom, car ici les maisons sont de toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge, on se croirait en Angleterre ou en Hollande. Ici, c'est l'endroit idéal pour flâner, on se sent à l'abri du monde urbain et ça fait un bien fou. Les habitants sont très fiers de leur quartier, ils en prennent soin comme la prunelle de leurs yeux. Un lieu, vous me direz, pas très animé, mais si on cherche bien, on tombe sur des Parisiens hauts en couleur comme leur maison. Allez, suivez-moi, on est parti pour un nouveau numéro de Paname. Ah Karim, Salut, bonjour. ça va bien? Déjà sur le pied de guerre? J'allais vaquer, faire quelques photos dans le quartier, il y a une belle petite lumière. Tu vas me montrer tout ça alors. Je peux t'accompagner? Avec plaisir. On part par où? On va passer d'abord par là. D'accord. Montre-moi ton quartier. Donc toi Karim, tu as une galerie d'art, de photos. Voilà, depuis 3 ans, en mettant mon métier de photographe et journaliste, je tiens une galerie, un espace d'exposition ouvert à tout le monde, photos, peintures et même vitraux. J'ai exposé une vitrailliste. Et puis l'avantage, c'est que c'est ouvert sur le quartier. Donc les gens du quartier te visitent. Voilà, les gens du quartier viennent, découvrent certains artistes, et ce qui permet les gens se rencontrent entre eux, les gens se parlent entre eux, et en même temps, ça te permet d'écouter et d'entendre le quartier vivre, et le quartier respirer par ces gens qui habitent ces maisons, par ces immeubles. J'ai des amis dans les deux univers. Mais on vient surtout dans ce quartier pour ça. Pour les petites maisons. Pour les petites maisons. Il y a des groupes de gens d'ailleurs qui passent souvent avec des guides qui leur racontent l'histoire du quartier. Et alors, souvent des gens qui s'arrêtent devant ma galerie. Moi je suis devant ma porte et j'écoute. Mais c'est un quartier qui a vraiment une histoire et qui attire beaucoup de gens à vélo. Des groupes de touristes à vélo. Et comme moi. Voilà, ils s'appellent comme toi, voilà, qui s'arrêtent et souvent s'arrêtent des fois à la galerie. Je pense que c'est un quartier qui, malgré son aspect très calme et très tranquille, est assez vivant en fait. Là, on arrive dans quel endroit, là? Alors là, on arrive à la rue des Potters des Peupliers. Tu vas voir, tu as une superbe façade d'entrée de la résidence sociale, et ce qui est toujours souvent magnifique. Et puis, tu as le soleil, comme tu l'as vu il y a quelques minutes. Qui nous fait un peu de l'œil. Ah voilà, ça c'est magnifique dans ce quartier-là, c'est que tu as des fois des surprises par les lumières, de par justement l'alternance entre des petites maisons et des grandes architectures, enfin plus hautes, et tu as des fois, hop, un éclat de soleil qui sort. Et c'est juste, pour le photographe, c'est juste intéressant. C'est ce qu'on appelle les HBM, les Voilà. habitats au marché. Ça c'est aujourd'hui, c'est Habitat qui s'appelle c'est l'Habitat de Paris. Ce que j'adore là, ça fait comme une sorte de décor de cinéma, tu vois. Et ça, j'adore. On va passer par là. On y va. Continuer notre promenade, c'est du quartier. C'est la rue chic du quartier. Ouais, c'est l'artère vraiment la plus visitée, la plus regardée et la plus écoutée malgré son silence, je dirais, parce que justement elle est appréciée pour ça. Ici, il y a beaucoup de shooting photos, de visites en fait pour montrer un type d'architecture très original dans Paris. Tu vois, ces façades avec ces éclairs. Hop. Et tu vois, avec un grand angle, tu arrives à avoir vraiment le contraste du ciel et puis ces petites... Oui, c'est quoi ces petits chapeaux pointus là? Je vais te faire une confidence. Je ne suis jamais rentré dans aucune de ces maisons. Ce qui est génial parce que ça me permet d'imaginer tout. Parce que finalement, quand tu rentres, tu es dans la réalité. Ouais. Là, moi, je préfère m'imaginer chaque univers, chaque maison, avec son histoire, avec peut-être sa particularité. Tu vois, il y en a qui sont plus anciennes, il y en a qui sont plus, disons, plus retapées. Et le soir, quand il fait froid et que tu rentres et que tu passes là, qu'il y a un peu de brouillard, wow. C'est génial. Ça va être magique, tu te retrouves. Si tu as un peu de pouvoir d'imagination, tu te fais ton film. Voilà, tu te fais ton film. Et la route est suffisamment longue pour faire un bon plan séquence assez sympa.
Je vais te quitter, Karim, je vais poursuivre ma balade. Tu avec m'invites à aller plaisir. où? Oui, alors il y a le square des Peupliers. Va faire un tour, tu vas pas t'ennuyer. On va se faire un petit Allez, un selfie petit selfie. Allez, pour terminer. allez, on va se prendre le petit appareil. Allez. Merci Voilà. Karim. À bientôt. Plaisir. À très bientôt. Je vais me permettre de déranger Mélanie, qui est luthière rue du Moulin-des-Prés, qui est en train de fabriquer un violon alto. Qu'est-ce que vous faites, Mélanie, là? Eh bien, je suis en train de concevoir les voûtes de l'alto de manière à pouvoir commencer à faire les épaisseurs. On est à quelle étape de la fabrication, là? On est à peu près au milieu. Voilà. On a d'abord conçu le dessin de l'instrument, puis fabriqué un moule qui est comme ceci. Ah oui, là, on a le contour. Autour du moule, voilà, on va plaquer de fines languettes d'érable, de bois, qui va constituer le contour de l'instrument. Voilà. Et après, on fait le dessus. Ensuite, on va pouvoir déterminer les contours extérieurs et fabriquer les deux parties supérieures et inférieures de l'instrument. Et là, c'est la partie inférieure. Voilà, Je donc là, je suis la en boîte. train de faire la partie inférieure. Ça, c'est de l'érable. Ça, c'est de l'érable. La partie supérieure, c'est de l'épicéa. Voilà, on a deux sortes de bois différents. Ce sont toujours les mêmes bois pour faire un violon. Toujours les mêmes bois, et on ajoute l'ébène, bien évidemment, pour la partie de la touche, qui est la partie noire qu'on peut observer sur le violon. C'est important, la qualité du bois? C'est primordial, en plus du travail du luthier, d'avoir un matériau de qualité dès le départ. Vous mettez combien de temps pour faire un violon? Alors on met, pour un violon, on met un mois et demi. Et c'est toujours une surprise à la fin, une fois qu'il est fabriqué, complètement fini? C'est toujours une découverte, c'est pas une surprise, parce qu'on sait vers quoi on va, Oui. mais on a toujours l'impression de se rencontrer. C'est-à-dire? De voir, dire ah, c'est mon son maintenant, j'en suis là de mon travail d'artisan, de ma progression. Donc on découvre le progrès, l'avancée qu'on fait dans son travail artistique. Et comment vous avez appris ce métier? J'ai appris à l'école. J'ai fait une formation professionnelle en Angleterre il y a 20 ans. Et qui a duré 4 ans, et à la suite de quoi j'ai été travailler dans quelques ateliers français de fabrication, spécialisés dans la fabrication. Et suite à ça, je me suis installée à Paris, dans le 13e. Et pourquoi le 13e? Parisienne d'origine, et j'ai beaucoup aimé ce quartier pour son côté provincial, on va dire. C'est vrai? On est en province ici? Oui, un peu, oui. Comme dans un village? On est comme dans un village, des commerçants super sympas et des relations assez détendues avec les voisins et tous les gens du quartier. Il faut des instruments bien précis, des outils bien précis pour fabriquer un violon. Oui, ça c'est quoi? Alors ça c'est une gouge. Ça permet de faire des creux ronds. Des creux ronds, d'accord. Ça c'est quoi? C'est joli? Ça c'est une noisette. C'est un petit rabot. C'est la plus grosse des noisettes parce que j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus petites. Ah, il y a des petites noisettes. Voilà, des petites noisettes. Et la plus petite étant celle-ci. Ça permet d'aller dans les creux
parce que la voûte, il y a des courbes larges et des courbes assez aiguës. Et ça permet d'aller dans les courbes assez... Ça, c'est une énorme noisette, ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est une varlope. Une varlope. Voilà, une J'adore, varlope. c'est des noms très poétiques. Ça permet de faire les joints, des tables et des fonds. Vous vous souvenez de votre premier violon? Oui. Il ressemblait à quoi? Il ressemblait à ça. Ah, montrez-moi. Mais il est très beau. Il lui manque une corde. Ah, et alors? Il est très beau, ce violon. Il est assez rouge. Il est rouge? Il est trop rouge? Un peu trop, oui. Pourquoi? Vous avez Il est arrêté un peu la couleur? ouais. Et il sonne bien? Il sonne... Il résonne bien. Il résonne bien. Vous jouez encore avec? Non, Non, je joue pas de violon. Vous jouez pas de violon, Non. que du violoncelle? Ouais. Parce que vous fabriquez aussi des violoncelles. Oui, je fabrique aussi des C'est la violoncelles. même chose, mais en plus... Exactement, beaucoup plus gros. En beaucoup plus gros. Ouais. Et vous préférez fabriquer quoi? Mon cœur balance. J'aime bien les violoncelles parce que c'est mon instrument de prédilection. Donc, Et vous jouez du violoncelle? et je joue du violoncelle, oui. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan. Bah alors, ils sont où les vélos et les voitures des facteurs? Ah ici, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de voitures, ni de vélos, ni de facteurs. C'était un ancien garage de la Poste ici, où les voitures étaient réparées. Mais ça fait au moins 15 ans qu'il n'y a plus de véhicules de parc automobile à la Poste. Donc ça fait 10 ans que le club musical occupe les lieux. C'est une association de loi 1901. Moi et mon collègue Thierry, nous sommes postiers. Et où Thierry? Il est là Thierry, regarde. Avec sa belle moustache. Ça, c'est des moustaches. Une belle bacante. Voilà, donc Thierry, mon Thierry. collègue, et nous sommes tous les deux postiers. Et Et ensemble, vous gérez le lieu. voilà, on gère le lieu. Qu'est-ce qui s'y passe ici alors? Il s'y passe des cours de musique. Et on fait quel instrument ici? Que du piano? Non, on peut étudier le violon, la flûte, l'accordéon, la trompette. On peut jouer dans des orchestres, on peut faire de la chorale. Regarde. T'as reconnu le morceau? Chopin? Oui. Ah. Je pourrais pas te dire exactement lequel, mais c'est du Chopin. C'est Bah, du les Chopin. pianistes adorent Chopin. Ah oui. Alors voilà, tu vois, tu as ici une salle de théâtre des comédiens. Je vais t'emmener faire un petit tour, tu vas voir. Tu vois, on a aussi plein de salles de cours en bas. C'est immense ici. Ah oui, oui, on a 10 salles de cours. Tu as vu, il y en a 3 grandes en haut. Ici, il y en a encore une plus grande en bas, mais il y a quelques salles encore ici. Tu vois, là, c'est la salle Beethoven. Alors, on va voir ce qu'il y a. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a comme cours. C'est du chant japonais, je sais pas si t'as reconnu. C'est qui? C'est du japonais. Ah, c'est du japonais, on chante oui, en japonais. Oui, bah Kiko est japonaise, donc de temps en temps, voilà un peu de chant japonais. Ah, Ah, tu c'est la reconnais flûte. l'instrument? Ouais. Je traverse hier. Une flûte. Un peu plus, voilà, parfait comme C'est ouvert à tout le monde alors ici. Oui, alors, il y a beaucoup d'adultes, comme tu as vu, au départ, donc c'est une association de la Poste, donc évidemment, le personnel de la Poste vient prendre des cours de musique, les enfants, les conjoints.
On a aussi des gens du quartier qui viennent, des enfants qui sont à l'école juste à côté. Ils passent, ils nous voient, ils disent tiens, moi j'ai ma copine qui prend des cours chez vous. Donc ils viennent et puis on leur dit bah oui, vous êtes bienvenus, même s'il n'est pas possible, vous êtes bienvenus chez nous. Et toi Stéphane, tu joues d'un instrument? Ah oui, moi je joue du corps d'harmonie. Tu sais ce que c'est? Ben, je crois que c'est un instrument à cuivre, non? Ouais, tout enroulé. Tout enroulé? Ah, Ah ben il est là. Je vais te faire savoir, bah voilà, tu vois. La bête est là. La bête est là. C'est difficile à jouer ça. Plutôt, oui, plutôt. C'est un instrument de la famille des cuivres. Celui-là, il est en malchante, mais voilà, tu vois, c'est tout enroulé. Tu as une petite embouchure. Tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Regarde, tu vois, tu fais le buzz dedans. Qui est des vibrations. C'est des vibrations qui donnent le son. On va essayer, tu vas voir. Tu pourrais faire un grand corniste. Je pense que je vais venir prendre des cours ici le soir. Bah oui, si tu veux prendre des cours de code, il n'y a pas de problème, t'as déjà vu. C'est ouvert aux adultes. Ouais, c'est bon. Moi, je vais te laisser jouer. Je crois que ça sera mieux. Tu vois, il faut un petit peu... Ah bah oui, ça, bah oui, vous pouvez courir. Ah bah oui, mais t'es encore en retard. C'est le tram. Vous êtes descendu à la station Poterne des Peupliers. C'est quoi une poterne? Si vous voulez, c'est une porte. C'est un nom donné à une porte. Une porte un peu dérobée, une porte à l'arrière. Vous voyez qu'on a creusé dans un mur déjà existant, en fait. Parce qu'ici, on se trouve sur le mur de Thiers, enfin d'Adolphe Thiers, pour plus exactement. C'est un mur qui entourait entièrement Paris, 34 km de long, vous imaginez, pour protéger la capitale. Bon, c'est un mur qui n'a servi à rien. Oui, pratiquement, mais enfin c'est quand même un mur qui enserre complètement Paris. Et puis il y a des portes et des poternes, une 60aine. Alors tout ça nous est resté, évidemment, les portes de Paris, les portes du périphérique, les portes des boulevards des Maréchaux. Et de l'autre côté, il n'y avait plus rien alors? Alors de l'autre côté, il n'y avait rien, il y avait une zone de 250 mètres où il ne fallait pas construire. Il y a des baraquements qui s'y sont installés au fil du temps. Et puis là, il y avait des apaches, des chiffonniers, des zonards. Ah, ça vient de là. Ils habitaient la zone, forcément, la zone de non-édificandi, non habitable et non constructible. Alors il y a une autre particularité ici, c'est qu'il coule une rivière en dessous. En dessous, enterrée complètement, la Bièvre, elle est connue. Alors elle prend sa source aujourd'hui dans les Yvelines, Guyancourt, 32 km de long. Il y a deux bras qui entrent dans Paris, un bras qu'on appelle un bras mort, donc qui ne mène à rien, et puis un bras vif, et qui va se jeter dans la Seine, là-bas, tout au bout. Vous voulez qu'on aille voir? Bah oui. Allez, venez. Ah, on va suivre le cours de la Prenez Bièvre. votre tricycle là. Hop. Oh là là, est-ce que vous êtes maladroit? Non, vous n'avez pas traversé là. Allez, hop. Vous êtes fous. Ah, c'est mon vélo. Ah, mon vélo. Ah, par-ci, par-là. Ah ben voilà. Regardez. Bah, c'est marqué. C'est bien en dessous qu'elle passe là. Ah bah exactement, en dessous, C'est le ancien bras lit. mort là. Mais oui, il y avait deux bras, mais je vous ai expliqué. Et nous, le bras vivant. Ah bah il est à côté, il est parallèle. Allez, avancez. Alors, Elle est jolie cette petite place. mais Frédéric. comment? Vous avez vu ça? Alors c'est la place de l'abbé Georges Enoch. Qui était donc Ah cet bah, abbé? alors c'était un abbé, donc un aumônier, et il était un fier résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé beaucoup de gens, donc on a voulu lui rendre hommage dans les années 60. Cette place s'appelait auparavant la place des Peupliers. Bah, Ah oui, comme la Poterne. Bah, voilà. Et parce qu'il y avait des peupliers qui étaient plantés tout le long du cours de la Bièvre, qui passe toujours en dessous, il ne faut pas l'oublier. Alors là, on est dans un quartier très ouvrier à l'origine. Vous voyez ces petites maisons là? Oui, qui sont étaient mignonnes. Ben, elles sont très mignonnes, alors c'était des petites maisons ouvrières au cours du XXe siècle, et puis c'est devenu un endroit très résidentiel aujourd'hui. Mais on retrouve aussi, derrière moi, vous avez la mutuelle des cheminots,
Oui, Alors, belle locomotive sur la façade. Et pour cause, quand on parle de cheminots, il s'agit bien de travailleurs du chemin de fer, d'où ce nom de cheminot. Et puis alors juste derrière vous, il y a un hôpital, encore actif aujourd'hui, qui était un des premiers hôpitaux de la Croix-Rouge en France. Vous savez que la Croix-Rouge est née à la fin du 19e siècle et Napoléon III a accepté qu'on crée des hôpitaux de formation, c'est notamment le cas pour les infirmières ici. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça la Croix-Rouge, on appelait ça SSBM, Société de secours aux blessés militaires. Et c'est pour ça qu'ici, il y a plein de noms de rues, de docteurs. Bah évidemment, des médecins qui sont partout présents parce qu'il y a cet hôpital. Puis n'oublions pas qu'on est dans le 13e arrondissement et pas très loin d'ici, il y a l'hôpital de la Salpêtrière. Bon, je m'ennuie pas avec vous, Frédéric, mais il faut que je poursuive ma balade. Ah, bah, moi j'ai quelques courses à faire. Bon, dépensez pas tout l'argent. Non, je passe par là. Bah, allez-y. À bientôt. À bientôt. Oh là là. Bonjour. Bonjour, comment ça allez-vous? va? Ça va bien, merci et vous? Ouais, très bien. Ça tombe bien, j'ai une petite faim, il y a tout ce que j'aime ici. C'est parfait. Il y a du Qu'est-ce que vin je vais faire et du fromage. Ils sont beaux ces L'article, fromages là. Ah bah, ils sont superbes. C'est un ami qui me ramène ça du Jura, qui fait du vin et qui, de manière concomitante, a monté un petit négoce de fromage. Donc c'est des classiques, Comté, Tom, Morbier. Regardez comme ils sont beaux. Directement coupés de la meule. Derrière, on a le vin. Derrière, on a le vin. Alors là, vous avez le choix. Enfin, je vais vous montrer ma bibliothèque. La bibliothèque du Pinard. Ouais. Alors, ce ne sont que des petits producteurs qui travaillent au sens large du terme dans la mouvance des vins nature. On va dire qu'ils utilisent un minimum d'artifice œnologique. Ils sont en marge de la grande distribution et nous, on est un peu les relais qui permettons de faire leur promotion. Donc ici, ça porte le nom de cave alternative. Ça veut Ouais. dire quoi, ça, alternative? Quand j'ai récupéré ça, c'était une épicerie. Et moi, je viens du milieu du théâtre, de la radio. J'avais un bar à musique pendant quelques années. Et j'ai un peu perverti le lieu pour en faire un espace où, au-delà du vin, c'est le bien vivre, la convivialité qui s'exprime. Donc, il y a pas mal d'événements. J'adore le verbe pervertir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ici précisément? On mange, on boit? On mange, on boit, on s'amuse, on rit, on chante. Il y a plein d'artistes qui se rencontrent. Il y a des concerts, des vernissages, des ateliers d'écriture. On a eu il y a une petite salle en bas. On a fait on a donné des représentations. Ça manquait ici dans le quartier? C'est un quartier qui est très calme, qui est très amusant, un peu caché. C'est un peu un triangle des Bermudes. On y vient peu. Et les gens le découvrent souvent avec amusement et pour certains avec émerveillement, parce qu'il y a plein de petites baraques dans le coin, c'est très atypique, quoi. On est un petit village perdu au milieu de nulle part. On n'est pas loin de la butte aux Cailles, mais on est un peu en retrait, on est planqué, quoi. Au milieu du 13e, c'est un petit îlot. Alors on y goûte à ce vin? Allez. C'est qui a fait ces merveilles là? Je cuisine un peu pour m'amuser. Après tous les voyages et tout, j'avais envie de faire une autre chose. Et alors, comme c'est l'hiver et j'ai trouvé que c'était très triste, je préparais une table un peu colorée qui fait un peu voyager. Alors, on a des petites asperges sauvages avec une vinaigrette à l'huile d'amande, des clubs sandwich au thon. Après, ananas mariné à la noix de coco avec du fromage. Petite salade d'hiver, plein de choux, des oranges sanguines et cranberries. Elles sont cuites les asperges? Non, elles ne sont pas cuites. Toujours, les légumes doivent garder le maximum de vitamines. Tant qu'on peut le manger cru, il faut y aller. Faut en profiter. C'est très croquant, ouais. Mais on peut goûter? Oui. Ouais. Allez, on y va. Alors, Donc on trempe comme ça? Je profite On les trempe, des voilà. talents de Karina et on organise régulièrement des dîners à thème ici, autour de la gastronomie c'est de bon. différents pays. C'est bon? S'il vous plaît. Oui. Des dîners en musique, parce que vous jouez de la musique. Je fais un petit peu de musique aussi, ouais, pour Mais mes, vous nous pour jouez mes un amis morceau qui sont présents. Pendant qu'on boit un verre et qu'on mange. Ouais. Quand il reviendra, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises,
Il a vraiment une voix magnifique, Cyril. On va terminer cette émission comme elle a commencé et s'est poursuivie en musique. Moi, je vous invite à retrouver cette balade sur les réseaux sociaux et sur le site internet de France 3, france3.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je ne pourrai jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des sourires et le souvenir que je garde au cœur. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de la Suisse normande, une région qui étonne de par son relief et qui est devenue le paradis du tourisme vert. C'est dans le Calvados, en Normandie, un site au relief exceptionnel qui ravira petits et grands, qu'Emmanuel Maubert vous convie. Histoire de se balader avec les six, c'est aujourd'hui à 12h55 sur France 3, Paris-Île-de-France. Défendre son idée et son idéal jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort. Voilà bien ce qui est arrivé à Jean Jaurès. Il est né à Castres, dans le Tarn, le 3 septembre 1859 et entre premier à l'école normale supérieure à seulement 19 ans. Professeur de philosophie, puis maître de conférences à l'université de Toulouse, Jean Jaurès est élu député du Tarn en 1885. Il est l'une des personnalités les plus marquantes du socialisme en France en ces premières années du XXe siècle. À la Chambre, Jaurès soutient les grandes luttes des travailleurs. Même ses adversaires politiques reconnaissent en lui une grande force, une grande flamme. Il développe ses idées dans ses discours et dans de nombreux articles qu'il publie notamment dans l'Humanité, qu'il fonde le 18 avril 1904 et qu'il dirige jusqu'à sa mort. Jean Jaurès se bat aussi pour une réconciliation avec l'Allemagne, des idées qui entraînent la haine des nationalistes, ce qui va pousser un homme à commettre l'irréparable. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est attablé au café-restaurant au Croissant. Vers 21h30, 2 coups de feu éclatent. Raoul Villain vient de faire taire la voix de la paix. Il en fallait bien plus pour faire disparaître le nom de Jean Jaurès des rues de France. Vous êtes bien sur France 3, Paris-Île-de-France. Beaucoup de rues, de boulevards et d'avenues nous rappellent le souvenir de Sadi Carnot, un ancien président de la Troisième République. Sadi Carnot est issu d'une famille célèbre. Son grand-père, Lazare Carnot, fut ministre de l'Intérieur de Napoléon. Et son père, Hippolyte Carnot, fut ministre de l'Instruction publique. Quant à Sadi Carnot, né à Limoges en 1837, il doit son prénom au grand poète persan du XIIe siècle, Saadi. Sadi Carnot fait de brillantes études. Il sort de l'école polytechnique, puis de l'école des ponts et chaussées en 1863. Il a 26 ans. Tenté par la carrière politique, il est élu député à plusieurs reprises, avant d'être nommé sous-secrétaire d'État aux travaux publics. La vie de ce brillant ministre est bouleversée au mois de décembre 1887. Le président Jules Grévy vient de démissionner. Sadi Carnot est élu président de la République. 7 ans plus tard, alors que son mandat s'achève, Sadi Carnot est en visite officielle à Lyon. Vers 21h, la voiture présidentielle roule vers le Grand Théâtre. Tout à coup, un homme grimpe sur le marchepied et poignarde le président en criant « Vive l'anarchie !» Sadi Carnot vient d'être assassiné dans sa voiture par un anarchiste qui, lui, ne donnera jamais son nom à une rue. Ni ici, ni ailleurs.